Bonjour à tous, je vais vous présenter mon travail de mémoire réalisé dans le cadre du DU Vertige et rééducation vestibulaire, intitulé Apport des explorations vestibulaires dans la vestibulopathie bilatérale, sous la tutelle du docteur Philippe Laurin. La vestibulopathie bilatérale est une pathologie chronique rare caractérisée par un déficit de la fonction vestibulaire en bilatéral. Elle a un impact important négatif sur la qualité de vie du patient ainsi que sur le plan socio-économique. Il s'agit d'une pathologie hétérogène sur le plan étiologique et clinique avec des étiologies très différentes, génétiques, traumatiques, autotoxiques, neurodégénératives, maladies de Ménière ainsi que idiopathiques. La récupération est mauvaise avec un traitement qui repose majoritairement sur la rééducation vestibulaire et le développement en recherche d'implants vestibulaires. Cette pathologie a été définie par la Société de la Baranie en 2017 avec les critères suivants. Il s'agit d'un syndrome vestibulaire chronique avec des symptômes suivants: une instabilité à la marche ou en station debout, avec au moins une aggravation dans l'obscurité et ou sur un sol irrégulier, et des oscillopsies lors des mouvements de la tête ou de la marche. Les symptômes sont absents au repos et en position assise ou couchée. Sur le plan instrumental, il faut qu'il y ait au moins une atteinte sur les examens suivants. Au VHIT, un gain du réflexe vestibulo-oculaire, donc du canal latéral inférieur à 0,6 en bilatéral. À l'épreuve calorique, la somme de la vitesse maximale bithermique de la phase lente du nystagmus inférieure à 6 degrés par seconde pour chaque côté. Et au test sinusoïdal au fauteuil rotatoire, un gain du réflexe vestibulo-oculaire inférieur à 0,1. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par une autre pathologie. Le problème est que cette définition reste quand même centrée essentiellement sur la fonction des canaux semi-circulaires latéraux, alors que le vestibule comprend aussi les canaux verticaux et les organes autolytiques. Donc la question centrale de ce mémoire, est-ce que la classification actuelle, en se basant sur les critères de la Société de la Baranie, centrée sur le canal circulaire latéral, sous-estime-t-elle la diversité donc phénotypique de la vestibulopathie bilatérale, et quel est le rôle des explorations vestibulaires dans ce domaine? Pour cela, je me suis appuyé sur 4 articles récents qui analysent les patterns d'atteinte vestibulaire, la place des VIMP et les relations avec l'étiologie et les implications thérapeutiques possibles. Les études analysées sont les suivantes. Donc, la première, c'est par Van Stiphout et al. En 2022, Patterns of Vestibular Impairment in Bilateral Vestibulopathy and its Relation to Etiology. Donc, Manzari et al. En 2024, Revisiting Diagnostic Criteria for Bilateral Vestibulopathy, a New Comprehensive Instrumental Model. Lucier et al. Multi-frequency VAMPs Improve Detection of Present Otolith Responses in Bilateral Vestibulopathy. Et Lorraine Tapiera et al. En 2026, Decoding the Bilateral Vestibulopathy Spectrum, Etiology-Based Phenotypes, Clinical Profiles and Pathways to Implant Candidacy. Concernant les patterns d'atteinte vestibulaire, donc dans l'article de Van Stiphout et al., qui est une étude observationnelle multicentrique menée dans 3 centres tertiaires européens, incluant 173 patients adultes atteints de vestibulopathie bilatérale selon les critères de la Société La Baranie, avec des étiologies différentes. Donc les patients ont bénéficié d'une batterie d'examens vestibulaires incluant un VHIT des 6 canaux, des épreuves caloriques, un test sinusoïdal au fauteuil rotatoire, mais aussi des potentiels évoqués myogéniques vestibulaires, donc des C et des OVIMP. Les étiologies ont été classées en plusieurs groupes: idiopathiques, génétiques, autotoxiques, infectieuses, maladies de Ménière, traumatiques, auto-immunes, neurogénératives et congénitales. Donc l'objectif était de voir s'il existait des profils d'atteinte vestibulaire reproductibles et si ces profils dépendaient de l'étiologie de la pathologie. Dans les résultats, cet article montre que les OVIMP
bilatéralement absents sont plus fréquents que les C20 bilatéralement absents. Cela peut suggérer que l'atteinte utriculaire serait plus souvent altérée que l'atteinte saculaire explorée par les C20. Un autre résultat important est que seulement 54% des patients remplissaient les trois critères instrumentaux de Barani, euh, alors que les autres remplissaient un ou deux critères seulement. Le canal latéral est le plus souvent atteint, alors que le canal semi-circulaire supérieur est souvent mieux préservé. Ils ont retrouvé une tendance non significative à une préservation du canal semi-circulaire supérieur, surtout dans la maladie de Ménière, les pathologies infectieuses, l'autotoxicité, les traumatismes et les atteintes idiopathiques. Dans l'étude de Manzari et al., donc publiée en 2024, euh, donc là il s'agissait d'une série de patients donc présentant une vestibulopathie bilatérale probable. L'étude a inclus 78 patients adultes et la méthodologie consistait à comparer les critères donc de Barani à un modèle instrumental plus complet qui intègre le VHIT des 6 canaux semi-circulaires, les C20 et les O20. Et l'objectif était de voir si les critères actuels risquaient de manquer certaines formes de dysfonction vestibulaire bilatérale. Le résultat majeur était que les critères de Barani n'identifiaient que 46% des patients retenus par le modèle instrumental complet. Les auteurs décrivent notamment des patients avec une atteinte autolytique significative, mise en évidence par les VIMP, malgré un gain horizontal, donc du réflexe vestibulo-oculaire, qui ne permet pas forcément de classer le patient selon les critères habituels de la société de Barani. Ce travail est intéressant parce qu'il remet en question la vision purement centrée sur le canal latéral de la vestibulopathie bilatérale et suggère qu'il pourrait exister des variants de vestibulopathie vestibulaire à prédominance autolytique ou à prédominance sur des canaux verticaux qui ne sont pas captés par les critères habituels. Cependant, les limites restent importantes, puisqu'il n'existe pas de consensus solide sur l'interprétation des OVIMP, et l'étude ne comprenait pas de vrais négatifs, ce qui limite l'évaluation complète, notamment le calcul de spécificité. Le troisième article est celui de Lucie et al., publié en 2024, qui s'intéresse spécifiquement aux 20 multifréquentiels dans la vestibulopathie bilatérale. Il s'agit d'une étude prospective réalisée dans un centre tertiaire et qui inclut 49 patients atteints de vestibulopathie bilatérale définis selon les critères de la Barani. Les patients ont bénéficié d'un enregistrement des C20 et des O20 avec des tone bursts aériens à plusieurs fréquences, donc 500, 750, 1000 et 2000 Hz. Et puis les auteurs ont comparé la proportion des réponses présentes ou absentes selon la fréquence, puis ont comparé les résultats à 500 Hz aux données normatives des sujets sains. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que le fait de tester plusieurs fréquences permet de détecter 6 à 15% de réponses VIMP supplémentaires par rapport à un protocole limité à 500 Hz. Donc avec l'approche multifréquentielle, on a pu démontrer que 78% des patients avaient au moins une réponse VIMP présente, dont au moins une oreille, et 46% avaient une réponse VIMP bilatérale. Les C20 étaient plus souvent donc présents que les O20 et la fréquence 2000 Hz était moins performante avec moins de réponses présentes et des seuils plus élevés. L'article rappelle aussi donc une limite fondamentale des VIMP, c'est qu'ils explorent surtout une réponse dynamique, probablement liée aux cellules type 1 au niveau de la stréola, mais ne résume pas toute la fonction autolytique. De plus, donc, la présentation clinique d'un déficit autolytique isolé reste mal comprise. Ceci dit, le résultat est intéressant car il montre que l'atteinte autolytique n'est pas simplement présente ou absente. Une réponse peut être absente à 500 Hz mais présente à une autre fréquence.
Euh, En pratique, cela signifie qu'un protocole standard limité à 500 Hz risquerait de sous-estimer la fonction autolytique résiduelle. Euh, et ceci est important non pas seulement pour la compréhension de la physiopathologie, mais aussi éventuellement pour les décisions thérapeutiques futures, notamment en cas de discussion autour d'un implant vestibulaire, où c'est important de connaître précisément la fonction autolytique résiduelle. Pour cela, ils ont proposé un protocole de test de VIMP, euh, donc où on commence par tester les C-VIMP sur plusieurs fréquences, et si on ne les trouve pas, on continue par tester les O-VIMP. Maintenant que nous avons exploré les différents patterns d'atteinte vestibulaire, est-ce que ces patterns sont liés à des étiologies particulières de vestibulopathie bilatérale? Nous revenons à l'article de Van Stiepult et al. En 2022, où nous retrouvons certaines tendances. Concernant les C20 et les VIMP, les réponses bilatéralement absentes, donc qui sont donc à gauche en rouge, semblent plus fréquentes dans certaines étiologies, notamment donc les causes autotoxiques, infectieuses, auto-immunes et congénitales. Et cela suggère que certaines causes pourraient avoir une atteinte plus globale, incluant aussi les organes autolytiques. Euh, les atteintes les plus sévères du gain du réflexe vestibulo-oculaire au VHIT, donc du canal latéral, sont observées dans les causes neurodégénératives, génétiques et post-traumatiques. À l'inverse, des patients avec une maladie de Ménière, des causes infectieuses ou des formes idiopathiques avaient une tendance à avoir des gains relativement mieux conservés. Là, comme on voit donc dans le schéma à droite avec la couleur bleue. Cependant, le point important, c'est que ces associations restent limitées. Euh, pour cela, ils ont fait des analyses donc en cluster où ils ont identifié en gros deux groupes deux grands profils. Un groupe de vestibulopathie bilatérale sévère avec des déficits plus marqués sur les différents tests vestibulaires. Donc on voit à gauche donc en orange et un groupe de vestibulopathie bilatérale modérée avec des atteintes moins importantes en bleu. Dans le groupe sévère, les étiologies génétiques étaient plus fréquentes, alors que dans le groupe modéré, c'était la maladie de Ménière qui était davantage représentée. Malgré ces tendances, il n'y avait pas d'association statistiquement significative entre l'étiologie et les différents clusters. Lorenta et Pietra et al., qui ont publié en 2026 leur papier, s'est intéressé à analyser donc le spectre de la vestibulopathie bilatérale selon les étiologies, les profils cliniques et les implications pour la candidature à un implant vestibulaire. Euh, Là, il s'agit d'une étude rétrospective, observationnelle, multicentrique, qui inclut 119 adultes présentant une vestibulopathie bilatérale définie selon les critères de la Barani Society, avec une durée d'évolution supérieure à un an. Les patients provenaient de deux centres tertiaires, pardon, et l'évaluation comportait une audiométrie tonale, un VHIT, des épreuves caloriques, des C et des O-VIMP, ainsi qu'une posturographie et une évaluation d'acuité visuelle dynamique chez les patients qui rapportaient une oscillopsie. Donc, dans les résultats, les VIMP montrent des différences entre les différents groupes, avec donc les vestibulopathies idiopathiques ou liées à une maladie de Ménière. euh, on retrouvait des réponses autolytiques mieux conservées relativement, tandis que les formes CAMVAS, vestibulotoxiques et des formes post-traumatiques, les atteintes étaient plus marquées. Concernant la relation entre la posturographie et l'étiologie, les patients qui sont atteints de formes idiopathiques, post-traumatiques et de maladies de Ménière présentaient des scores plus favorables que les patients, donc les groupes atteints de pathologies post-infectieuses ou de CAMVAS. Un résultat particulièrement intéressant concerne l'oscillopsie, où donc l'article montre que l'oscillopsie est surtout associée à une baisse du gain du réflexe vestibulo-oculaire des canaux latéraux et postérieurs, ainsi qu'à une désorganisation des saccades correctrices
mesurée donc par le PR-index. En revanche, la posturographie n'était pas significativement corrélée à l'oscillopsie, et cela suggère une dissociation entre la compensation posturale et la stabilité visuelle. Donc, autrement dit, un patient peut relativement compenser sa posture par des stratégies multisensorielles, mais garder une instabilité visuelle dynamique liée à l'insuffisance du réflexe vestibulo-oculaire. Pour conclure, la vestibulopathie bilatérale représente une entité hétérogène sur le plan clinique, mais aussi au niveau des explorations vestibulaires. Le diagnostic serait probablement sous-estimé en se basant sur les critères diagnostiques actuels, centrés essentiellement sur l'exploration du canal semi-circulaire latéral. Il existe un intérêt de développer des classifications plus nuancées en fonction de l'ensemble des capteurs vestibulaires et notamment peut-être inclure la fonction autolytique. Il est retrouvé quelques associations entre les différentes étiologies et les patterns d'atteinte de capteurs vestibulaires sans que ça soit très conclusive dans la littérature. Aujourd'hui, serait-il adapté donc de parler de vestibulopathie bilatérale en tant qu'une seule entité, ou ne serait-ce que des étiologies différentes qui génèrent des atteintes vestibulaires différentes avec des phénotypes, euh, pronostics et traitements différents qui pourraient éventuellement guider la, la recherche, notamment dans l'implant vestibulaire. Je vous remercie pour votre attention et voici de nouveau la bibliographie sur laquelle je me suis appuyé pour faire ce mémoire.